qui a été fait par Stoltenberg, qui, sur ce nombre de réflexions, et surtout une étude, une RCT qu'il a débuté. Une RCT qu'il a débuté il y a en 2000, mais qu'il a fini les inclusions actuellement. Donc, parler de douleur articulaire postérieure, c'est effectivement le problème essentiel de la prothèse avec, lors de son vieillissement, lors de son activité, l'apparition de ces douleurs facétaires, et c'est ce qui fait beaucoup discuter les chirurgiens sur l'intérêt de la prothèse. Donc, on partage un petit peu la même expérience avec Stoltenberg sur l'expérience personnelle au début des années 90. J'ai comme lui implanté beaucoup de prothèses mécaniques. Moi, j'ai utilisé la Prodisc. Ce sont des prothèses qui donnent de très beaux résultats. Mais on a toujours le petit souci, effectivement, de la douleur facétaire. Quand les patients, après 15 ans d'implantation, reviennent avec des douleurs, on se pose toujours le problème de la douleur articulaire postérieure, avec surtout le démembrement de cette douleur. Donc en gros, qui opérons-nous? C'est un petit peu le plan qu'a choisi Stoltenberg. Donc ce sont des patients qui souffrent depuis de longs mois du rachis lombaire, donc qui ont des structures adjacentes au disque qui sont également malades. Ce n'est pas simplement le disque qui est malade, les articulaires postérieurs présentent également et tous les ligaments et les muscles présentent des lésions. Quand la douleur débute, il se produit une contracture réflexe des muscles érecteurs du rachis. Après des années de souffrance, cela aboutit à des muscles postérieurs érecteurs extrêmement courts et forts, et souvent à des muscles abdominaux faibles. Ainsi, les patients constatent une peur du mouvement, et qu'ils vont garder les muscles en tension tout le temps, ce qui aboutit aux douleurs en fait et aux contractures. Ainsi, que se passe-t-il? Stoltenberg a constaté que lorsque l'on restaure la mobilité de ces patients, notamment avec des prothèses mécaniques, les muscles érecteurs courts et puissants provoquent une hyperlordose segmentaire. Et donc, il est fréquent, effectivement, de voir ces images que l'on voit sur cette radio avec une prothèse qui est en hyperlordose. Bon, c'est augmenté par l'arthrodèse que l'on voit sur cette image qui augmente le bras de levier postérieur et donc va caler la prothèse en arrière. Mais c'est vrai qu'il est fréquent de rencontrer ces phénomènes. Ainsi, dans ce type de positionnement de la prothèse, les facettes articulaires vont être contraintes. Très tôt, il a été évident que l'arthrose articulaire postérieure était fréquente après quelques années lors de l'usage de prothèses mécaniques. Je vous l'ai déjà dit. Et donc, Stoltenberg a débuté un programme préopératoire d'étirement des érecteurs avec réduction des tensions en ajoutant une contre-force, c'est-à-dire que le renforcement des muscles grand droit. Ce programme était maintenu une année entière après la chirurgie. Il a constaté une réduction de la fréquence de l'arthrose facétaire dans les prothèses mécaniques lorsqu'il pratiquait ce programme préopératoire de rééducation. Mais c'est un programme exigeant pour le patient, également pour lui, puisqu'il participait à la rééducation de ses patients. Donc, y a-t-il une prothèse qui évite cette arthrose facétaire? Il semblerait qu'avec l'expérience sur la prothèse lombaire ESP, débutée il y a 5 ans, donc pour lui, il y a théoriquement et en pratique réduction de cette arthrose facétaire, puisqu'on réduit l'hyperlordose des sujets en position debout, et donc on va diminuer l'arthrose facétaire. Les premiers résultats ont été prometteurs, et donc il débuta une RCT sur 250 patients. Voici un petit peu le type d'implantation qui est réalisé avant l'étude. Donc c'est du monosegmentaire, mais également à chaque niveau. Et également des patients avec des implantations sur plusieurs étages, avec également aussi des prothèses suspendues sur le type de discopathie qu'il y avait. Donc le design de l'étude qu'il a pratiquée, c'était une inclusion 1 pour 1 dans chaque groupe, entre pour lui la meilleure prothèse mécanique, qui est la prothèse orbite de Globus, qui est une prothèse en pic, comme vous le voyez sur l'image. On ne la voit pas très bien sur la radio, en raison du pic. Mais là, c'est pour ceux qui sont... Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un double étage sur l'image de gauche. Donc, il a comparé ça à la prothèse ESP. Donc, le maximum, c'était 2 niveaux traités. Pas d'implantation au-dessus de L3, L4. Il y avait 3 groupes de patients.
patient 1 niveau, patient 2 niveaux et démontage hybride avec une ALIF et une prothèse. Tous les patients avaient le même programme de rééducation en pré- et post-opératoire par le même physiothérapeute et lui. Et le type d'implant était caché aux patients pendant 2 ans. Il n'y a que les Suédois qui peuvent faire des choses comme ça. Nous, on a du mal. Donc, jusqu'où est-il allé? Tous les patients traités avec le dernier inclus en mars 2020. Donc, le suivi est fait par questionnaire à partir du registre suédois pour les rachis à 1, 2, 5 et 10 ans. Il a réalisé des radiographies en flexion-extension à 1 an et 2 ans. Il a également fait des scanners 3D en flexion-extension après 2 ans centrés sur les facettes articulaires. La première publication aura lieu après un recul de 2 ans. Donc, qu'est-ce qui est constaté jusqu'à présent? C'est qu'il n'y a aucun patient dans le groupe prothèse viscoélastique n'a présenté de problème au niveau des facettes articulaires et aucune hyperlordose localisée n'a été constatée sur la radiographie. Donc, ceci corrobore tout à fait la première impression que l'on a avec la prothèse. Dans le groupe prothèse mécanique, des douleurs articulaires ont été constatées chez certains patients, ainsi que des hyperlordoses segmentaires. Quelques patients du groupe prothèse mécanique ont ressenti des bruits de crissement lors des mouvements, c'est les quirking sounds que l'on connaît bien, nous orthopédistes, sur les prothèses de hanche. Mais bon, quand on utilise un couple pic-pic, c'est évident que, ou céramique-céramique, le risque du quirking sound est important. Voilà un petit peu quelles sont ces premières conclusions. Donc là, on va attendre la publication des vrais résultats. Alors, je pense qu'il faut insister sur quelques considérations spéciales pour les utilisateurs de prothèses viscoélastiques. En effet, il s'agit d'un implant rigide, comme on l'a déjà dit, qui va nécessiter des plateaux vertébraux solides. Et je crois une qualité d'implantation qui doit être, sur laquelle il faut insister, notamment sur la qualité osseuse et la préparation des plateaux. Et en cas de doute chez la femme, il ne faut pas hésiter éventuellement à faire une densitométrie osseuse, éventuellement utiliser du ciment parfois pour renforcer les corps vertébraux. Donc, prudence lors de la préparation des plateaux vertébraux. Et il faut veiller à ce que l'implant soit le plus postérieur possible afin d'optimiser la mobilité et réduire l'impact de la charge sur les plateaux vertébraux, ce qui diminuera peut-être la charge d'enfoncement. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Et je me souviens des travaux de Maquet dans la gonarthrose, c'est des orthopédistes qui vont peut-être s'en souvenir, qui nous montraient des images de disparition d'arthrose articulaire du genou par des simples ostéotomies. À l'époque, il y avait des fixateurs externes, je me souviens. Et je fais un petit peu le rapprochement avec l'arthrose articulaire postérieure. Est-ce qu'on peut mettre des prothèses ESP chez des patients qui ont on va dire, de l'arthrose articulaire postérieure? Moi, je pense que oui, parce qu'on va aboutir dans le même phénomène de cicatrisation de l'arthrose, comme un petit peu avec les ostéotomies. Lorsqu'on va décharger les contraintes sur l'articulation, bien, il va y avoir un phénomène de cicatrisation de l'arthrose et disparition de l'arthrose. Je vous remercie pour votre attention.